de comprendre qu'on est au kilomètre 12 dans un marathon qui en comporte 42, pendant qu'on voit François Legault, sa ministre de la Santé, Mme McCann, Dr Arruda, derrière, qui vont faire le point de presse. C'est ça, c'est qu'il faut... parce qu'à un moment donné, en milieu de course ou en tiers de course, là, disons qu'on est au tiers ou près du milieu, on ne sait pas. Des fois, il y a un découragement dans la course. Alors, il faut que M. Legault dise, lâchez pas, là. Il va y avoir des périodes de découragement, mais il faut continuer. Oui, même si le nombre de cas va continuer à augmenter et même si on applique les mesures que le gouvernement nous dit d'appliquer, le nombre de cas va continuer à augmenter. C'est ça qui peut devenir décourageant à la longue, de se dire, bien, les mesures qu'on applique, est-ce qu'elles ont un effet ou non sur la progression de la maladie? Quand on regarde le chiffre absolu du nombre de cas, on pourrait se décourager, mais le message du gouvernement, c'est de dire que si on n'appliquait pas ces mesures, le nombre de cas serait encore plus important de jour en jour. Donc, les mesures qu'on applique ont un effet actuellement sur la fameuse courbe de progression de la maladie au Québec. On a les nouvelles données, Sébastien, 3430. Donc, c'est un gros bond, là. Oui, si je calcule rapidement, ça fait près de 600 cas de plus par rapport à hier. C'est le plus gros bond. On va écouter M. Legault. Mme Danielle McCann et du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bien, je veux commencer en vous disant que je comprends que la bataille qu'on mène contre le coronavirus est longue. Et puis, il faut être réaliste, ça va durer encore des semaines. Donc, évidemment, c'est important de garder le moral, mais je comprends aussi qu'il y a des personnes qui sont stressées, qui sont anxieuses, qui sont déprimées. Et le message que je veux vous lancer aujourd'hui, c'est que si vous avez ou vous sentez que vous êtes comme en train de perdre le contrôle, n'hésitez pas à aller consulter. Donc, c'est important, là, toutes les sortes de problèmes de santé mentale, c'est aussi important que les problèmes de santé physique. D'ailleurs, je veux en profiter, ça sera mes remerciements du jour. Je veux remercier tous les travailleurs sociaux qui aident, par exemple, dans les centres jeunesse, mais aussi qui aident toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Je sais que mon épouse Isabelle appelle beaucoup d'intervenants. Lionel Carman me raconte des belles histoires. Il y en a qui font vraiment des miracles, là. Donc aujourd'hui, un énorme merci à tous nos travailleurs sociaux qui s'occupent des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Puis si vous ne vous sentez pas bien, bien, je veux dire aux Québécois, là, il n'y a pas de gêne, là. C'est aussi important que la santé physique. Donc, n'hésitez pas. C'est presque normal dans la situation qu'on vit actuellement qu'il y ait plus de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Le bilan, malheureusement, on a aujourd'hui 3 nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 25. Je veux, au nom des Québécois, offrir mes sincères condoléances aux familles des victimes. On a maintenant 3430 cas confirmés. C'est une augmentation de 590. On a 235 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 43. Mais on a 78 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de seulement 6. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Moins d'hospitalisation qu'on pourrait prévoir, moins de personnes aux soins intensifs. Donc, ça veut dire clairement, là, notre réseau de la santé est sous contrôle, puis il y a une bonne marge de manœuvre pour la suite des choses. Bon, un mot aujourd'hui, je reviens sur les équipements de précaution. Donc, masque N95, masque de procédure, les gants, les blouses. Je veux envoyer un message, là, tout le monde, tous les pays, tous les États, actuellement, essaient de placer des commandes pour ces équipements-là de précaution. Donc, on n'est pas différent des autres, on est correct à court terme, mais si la courbe s'étire, bien, tout le monde va en avoir besoin de plus. Et bien, là, on suit les commandes. Quelles sont les commandes
qui sont confirmés, quelles sont les commandes qui ne sont pas confirmées. Ils rendent du matériel à tous les jours, mais je veux dire à tout le personnel du réseau de la santé, mais aussi ceux qui font de la sécurité, ceux qui sont à l'extérieur du réseau. C'est important, si ce n'est pas nécessaire d'utiliser cet équipement-là, de ne pas l'utiliser. Donc, le garder pour ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Comme d'autres pays le regardent actuellement, on regarde aussi pour que les masques N95 puissent être réutilisés plusieurs fois après avoir été désinfectés. Ça existe, ça se fait à certains endroits. Évidemment, on n'est pas différent des autres, donc on est en train de regarder ce qu'il faut faire, le lavage des masques qui sera nécessaire pour qu'on puisse les réutiliser plusieurs fois. On a aussi des discussions avancées avec plusieurs entreprises québécoises pour fabriquer les masques, les blouses, les gants. Je sais qu'il y a des entreprises québécoises actuellement qui travaillent jour et nuit là-dessus. Donc, je veux les remercier. C'est possible dans les prochains mois qu'on ait besoin d'eux autres. Donc, on essaye de mettre évidemment des dates de livraison le plus rapidement possible, mais on n'est pas différent des autres sur les équipements. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas les gaspiller, de ne pas les utiliser quand ce n'est pas absolument nécessaire. Bon, un autre point sur lequel on s'est penché au cours des dernières heures, c'est tout le personnel qui est dans les commerces qui donnent des services essentiels. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé 7 jours sur 7, commencent à être fatigués. Donc, j'annonce aujourd'hui que pour tout le mois d'avril, les commerces vont être fermés le dimanche. L'idée, c'est de reposer les employés. Donc, tous les commerces vont devoir fermer, sauf les stations-service, les dépanneurs, les pharmacies et les commandes à emporter dans les restaurants. Donc, ça veut dire que nos grosses épiceries, par exemple, là, on veut que les employés prennent du repos. Donc, je pense que ça va être bon pour tout le monde, là, que tous les dimanches d'avril, les épiceries seront fermées. Bon, autre grande priorité, on le répète depuis le début, toute la situation dans les résidences de personnes âgées, nos aînés. Marguerite Blais est en contact avec les directions de tous ces établissements. On annonce aujourd'hui qu'on ajoute un budget de 133 millions de dollars, un budget ponctuel pour la durée de la crise. Et l'idée, l'objectif, c'est de mieux protéger les résidents, puis mieux protéger aussi le personnel qui travaille dans ces résidences. Je comprends que quand il y a des personnes infectées, ça peut être inquiétant, donc il faut se protéger. Il faut suivre les procédures, mais j'en profite aussi pour dire merci à tout le personnel dans les résidences de personnes âgées. Donc, je termine en répétant les 3 grandes priorités de notre plan. On ne sort pas de la maison, sauf si c'est absolument nécessaire. Quand on sort, si on a besoin de sortir, on reste toujours à au moins 2 mètres des autres personnes. Et dès qu'on rentre à la maison, on se lave les mains pendant 20 secondes avec du savon. C'est important de respecter les consignes. Il y a des Québécois, des Québécoises là, pour qui leur vie est en jeu. Là. Donc, selon que les Québécois vont ou non respecter les consignes, il y a des conséquences graves. Là. Donc, je vous demande tout le monde, puis je compte sur tous les Québécois pour respecter les consignes partout. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais. Oui. We're facing a long and tough battle against the virus. We'll need to keep our spirits up and to keep our forces. That's why we're announcing today that businesses will now be closed on Sundays, except for gas stations, sauf pour les postes d'essence, les pharmacies, les dépanneurs et les restaurants avec mets à emporter. Ce sera une occasion pour nos travailleurs et travailleuses de se reposer un peu. Les Québécois et les Québécoises doivent demeurer unis afin
de vaincre ce virus. Chacun doit suivre notre plan. Ne sortez pas, à moins que cela ne soit strictement nécessaire. Si vous sortez, maintenez vos distances et quand vous revenez à la maison, lavez les mains. C'est ainsi que nous allons sauver des vies. Je compte sur vous. Je vous remercie. Tout un chacun. Alors, pour la période des questions, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrice Bergeron de la Presse canadienne. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Comme vous le savez, il y a les primes pour préposés bénéficiaires, psychologues du réseau, électriciens, plombiers qui prennent fin aujourd'hui. Les syndicats donc demandent une prime ange gardien. Oui ou non? Est-ce que les primes seront prolongées au-delà du 1er avril? Bien, ce qu'on voudrait, idéalement, même, c'est de les bonifier. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des primes pour les préposés aux bénéficiaires qui ont des bas salaires. Donc, je vais laisser les négociations se faire à la table, mais ce qu'on voudrait, c'est d'avoir ces primes-là, donc d'améliorer le salaire des préposés aux bénéficiaires pour les 3 prochaines années, qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans 6 mois. Est-ce que c'est juste des mesures temporaires? Il faut garder notre monde et puis il va falloir que notre monde reste à long terme dans le réseau de la santé. Par contre, vous êtes en train de dire aux gens qui actuellement travaillent sur la ligne de front qu'à partir de la semaine prochaine, ils n'auront plus de primes ou ils ne la verront plus sur leur chèque de paye. C'est pas ce que je dis. Là, ce que je souhaite, c'est que dans les prochains jours, on soit capable de bonifier ces primes-là, qu'on soit capable, même dans certains cas, les inclure dans les salaires des préposés aux bénéficiaires. Donc, on l'a dit depuis des mois, on veut améliorer le salaire des préposés aux bénéficiaires. Maintenant, pour Patrick Belrose, le Journal de Québec. Bonjour à tous, M. Legault. Au début de la crise, vous avez mentionné qu'il y aurait des entreprises québécoises qui pourraient être sollicitées pour créer de l'équipement, des masques, des jaquettes, etc. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que c'est plus compliqué que prévu ou est-ce que c'est en cours? Et aussi, qu'est-ce qui arrive avec les millions de masques N95 attendus de la Chine dont on parlait récemment? Bon. D'abord, non. Ce qu'on veut avec les entreprises québécoises, au contraire, je veux les remercier pour leur collaboration. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les livraisons commencent dans quelques semaines plutôt que de commencer dans quelques mois. Donc, on a des discussions, on a du monde qui travaille, on aide dans certains cas à financer la recherche, la production de prototypes. Bon, des fois, il faut avoir du matériel qui, lui aussi, vient de Chine. Donc, c'est tout ça qui a lieu. Puis, pour ce qui est des masques N95, il en vient d'un peu partout dans le monde. Il y a des livraisons qui sont prévues pour entrer dans les prochains jours. Mais il faut être certain d'en avoir pour quand on va atteindre le pic dans quelques semaines. Question pour Mme McCann. On voyait ce matin des chirurgies, des traitements qui sont reportés. Certains moins urgents, comme les chirurgies de la hanche, mais aussi des traitements comme mastectomie pour des femmes qui ont le cancer du sein. Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est nécessaire présentement de reporter des chirurgies alors que les hôpitaux ne sont pas nécessairement bondés pour l'instant? Oui. Écoutez, d'abord, ce que je veux dire, c'est que ces décisions-là ne sont pas prises à la légère. Hein? C'est un comité scientifique qui existe au ministère, mais qui existe aussi dans chacun des établissements qui prend ces décisions à la lumière de vraiment des informations cliniques solides. Le Collège des médecins est impliqué, les associations de spécialistes qui sont concernés sont impliqués aussi. Alors, c'est temporaire. Et évidemment, on fait ça parce qu'on doit absolument libérer des lits, d'abord et avant tout, libérer du personnel aussi. Vous savez, notre grand enjeu, là, c'est d'avoir le personnel suffisant, notamment pour les lits de soins intensifs qu'on va ouvrir. On va en ouvrir davantage, là. Il y en a déjà 500 qui sont libérés, puis on va en ouvrir 500 de plus parce qu'il faut voir venir le pic et il va falloir qu'on ait le personnel. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce délestage temporaire et ça ne met pas à risque les personnes. C'est bien évalué par un comité scientifique. Et il y a aussi la question d'équipement de protection aussi, hein, qu'il faut vraiment utiliser de façon très, très judicieuse. Alors moi, je réitère que ces décisions sont prises avec un comité scientifique, l'implication des spécialistes, l'implication du Collège des médecins également. On poursuit avec juste pour compléter, j'ai posé effectivement moi aussi la question en me disant, aujourd'hui, il semble avoir de l'espace, pourquoi on n'en ferait pas plus? Il faut quand même tenir compte que la durée de séjour moyenne pour les chirurgies électives, c'est 4 jours. Quelle serait la situation dans 4 jours? C'est pour ça là, qu'on aime mieux prévenir. Olivier Bossé, Le Soleil.
Monsieur Legault, est-ce que la crise actuelle prouve pas que le salaire minimum devrait être à 15 ou même 16 $? Bien, écoutez, il y a une norme là, qui est pas mal respectée partout dans le monde. Le salaire minimum devrait être à peu près à 50 du salaire moyen pour garder des incitatifs là, sur certains emplois. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis 1 an et demi. C'est ce qu'on va continuer de faire. Maintenant, quel sera le salaire moyen dans 6 mois? C'est difficile, mais il faut être prudent. Là. Il y a certains emplois dans certaines régions, certains emplois pour les étudiants où si on augmentait trop rapidement le salaire minimum pourrait avoir des impacts négatifs. Évidemment, il y a une situation spéciale, là, comme on vous a dit, avec le 2 000 $ par mois qui est offert par le gouvernement fédéral. Le ministre des Finances est en train de travailler à annoncer un programme qui va faire que les gens qui travaillent dans les services essentiels vont gagner au moins 2 000 $. Docteur Arruda, il y a une situation particulière en Estrie à la santé publique, la direction de la santé publique en Estrie, une des régions les plus touchées et qui en plus perd des soldats, des gens. Est-ce qu'il y a une intervention particulière qui est prévue, spécifique pour l'Estrie? Parce que là, dans les faits, il faut comprendre que l'Estrie s'organise, si vous me permettez, et demande de l'aide au nécessaire. Heureusement, comme la majorité des gens aussi sont pas nécessairement hospitalisés parce qu'ils sont quand même des personnes relativement jeunes ou en contact, ils peuvent être en télétravail, mais actuellement, l'Estrie est en mesure, là, avec de l'aide de d'autres, puis avec de la mobilisation de d'autres sources, d'offrir le service de cas et d'enquête comme tel. Dr. Poirier suit la situation de très près. On est en discussion avec lui régulièrement. C'est une histoire, en fait, compte, comme il peut y en avoir ailleurs, de personnes qui sont un peu symptomatiques, qui ne réalisent pas qu'ils sont porteurs de COVID-19 et qui, à un moment donné, où on commence à s'installer, faire des personnes qui voyagent dans la même voiture, etc., etc. Donc, actuellement, il n'y a pas de problème avec l'Estrie en termes de services pour faire les cas et les enquêtes. Mais s'il y en avait, on se mettrait à mobiliser avec d'autres régions pour faire le travail. Question maintenant pour Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. D'abord, hier, M. Arruda, vous avez parlé de l'aplanissement de la fameuse courbe. Est-ce qu'en aplanissant la courbe, j'imagine que ça doit prolonger la période où, bien sûr, il va y avoir un effet là, sur la population? Est-ce que jusqu'où est-ce que vos modèles amènent les mesures de confinement qu'on connaît maintenant? On sait qu'il y a une date qu'on a déjà évoquée pour le retour en classe, qui était le 1er mai. On a des doutes maintenant qu'on puisse retourner en classe à ce moment-là. Mais est-ce que ça veut dire que la période de confinement va être plus longue que ce à quoi on s'attendait au départ? Pas nécessairement, si vous me permettez. Je voudrais vous dire aussi, là, c'est qu'il y a chaque jour, on réévalue la situation pour voir le succès. Faut voir aussi que même si on a pris des mesures, la population québécoise, tout dépendamment comment elle les a appliquées, ça va avoir un effet sur l'efficacité des mesures. Donc, à la fois, c'est ce qu'on fait, nous, en santé publique, prescrit. Et là, il faut voir les éléments. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est passé d'une période beaucoup plus à convaincre à maintenant arriver à un certain niveau de contrainte pour justement éviter des foyers qui vont maintenir des choses. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que on est en situation qui est en contrôle. On a, comme prévu, une capacité de traiter les personnes si ça l'augmentait. On a augmenté de façon significative les tests qu'on fait. On était pas mal en arrière. On est revenu au-dessus même. Puis je ne veux pas faire de comparaison, mais en termes de taux, par 100 000 personnes de tests, on est en train de monter dans l'échelle internationale. À ma connaissance, on est rendu les 6e par la première, l'Islande, la Norvège, l'Alberta, New York, puis Québec en 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Dans les faits, donc, on est à 808 tests par 100 000 personnes de fait actuellement. Donc, on teste. En testant beaucoup, on teste aussi des gens qui peut-être, dans un autre contexte, n'auraient pas été testés parce qu'ils sont un peu symptomatiques. Ce qui est très important, c'est de voir le taux d'hospitalisation et de cas sévères. Donc, je vous dirais là, que ces indicateurs-là sont sans être... Il ne faut pas arrêter les choses. Il ne faut surtout pas que les gens arrêtent les consignes. On les resserre, justement. Puis on fait maintenant une analyse épidémiologique de chacun des sous-territoires pour décider s'il y a des confinements particuliers à faire ou pas. Fait que, ce que je peux vous dire, sans rentrer dans des scénarios puis des chiffres qui sont actuellement, c'est que par rapport à les actions qu'on a mises en place,
on observe les effets et on ne peut pas comparer nécessairement d'une région à l'autre à cause à la fois du nombre de tests, mais aussi à qui ils sont faits. Monsieur Legault, c'est sûr, juste une précision sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les épiceries qui vont être fermées le dimanche. Est-ce que ça ne risque pas de concentrer davantage de gens en semaine, étant donné qu'on réduit la plage d'ouverture de ces commerces-là? Non, je pense pas. Je pense qu'on ne peut pas demander d'avoir les pleins services 7 jours sur 7 pendant des semaines et des semaines, là. Donc, je pense que c'est possible en ayant des services sur 6 jours. Bon, évidemment, les services très essentiels comme les pharmacies ou les dépanneurs, mais ça reste ouvert. Je pense que ça va permettre de prendre un repos aux employés des épiceries, puis revenir encore plus en forme le lundi matin. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour à tout le monde. Monsieur le Premier ministre, d'abord, est-ce que vous écartez l'idée d'imposer les salaires et conditions de travail à vos 500 000 employés? Il n'est pas question d'imposer des conditions de travail. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir une entente avec les syndicats. C'est pas le temps d'être en guerre avec qui que ce soit. Mais évidemment, il faut être deux pour danser. Donc, il faut que les deux parties soient capables de convenir d'une entente. Moi, je pense que c'est souhaitable qu'il y ait une entente, entre autres pour bonifier le salaire des préposés aux bénéficiaires, mais aussi éviter que ça vienne jouer, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an. On ne sait pas pour combien de temps on est dans la crise, là. Maintenant, la situation aux États-Unis évolue rapidement et pas nécessairement pour le mieux. Est-ce que vous avez quelques signaux que ce soit ou avez-vous des inquiétudes quant à la chaîne d'approvisionnement de tout ça, alimentaire ou autre? Et avez-vous pris des mesures pour peut-être compenser ou prévoir ce genre de situation-là? Non, on n'a pas d'inquiétude sur la chaîne alimentaire. On est en train de mettre en place de fortes mesures pour cet été pour aider nos agriculteurs. Donc, on veut essayer d'annoncer une espèce de boni pour les employés, pour les personnes qui accepteront d'aller travailler dans les champs. Je pense aussi que tout ce qu'on appelle l'achat local de produits locaux, bien, on va en faire beaucoup la promotion dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, il faut aller aider nos agriculteurs et il faudra effectivement avoir plus de produits qui viennent d'ici plutôt que des États-Unis, mais il faut comprendre là, qu'on fait venir beaucoup de produits des États-Unis l'hiver. Quand il arrive l'été, on produit beaucoup. Bon, là, il y a le défi des travailleurs étrangers, mais là, on va avoir de la main-d'œuvre qui va être disponible. Il faut maintenant mettre des incitatifs pour qu'ils choisissent d'aller travailler dans nos champs. Merci. Prochaine question. Alain Laforêt, TVA. Je vais rebondir là-dessus, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous préparez les Québécois à une plus longue période de confinement, compte tenu que vous venez de dire, on ne sait pas combien de temps va durer cette crise-là? Oui. Bien, là, pour l'instant, ce qu'on a dit, c'est que toutes les entreprises sont fermées jusqu'au 13 avril. Ça sera réévalué d'ici le 13 avril. Il faut comprendre, là, que si on accepte quelques États aux États-Unis, on est à peu près le seul État qui a fermé les entreprises autres que les commerces. Donc, j'inclus là-dedans les entreprises manufacturières, les chantiers de construction, etc. On a aussi annoncé jusqu'à présent que les écoles resteraient fermées jusqu'au 1er mai. Bien, ça reste encore l'objectif, mais on réévalue, puis on va réévaluer au cours des prochains jours, des prochaines semaines, la situation. Aborder d'entrée de jeu là, un sujet qu'on a discuté souvent, le fameux équipement, particulièrement les masques de protection. Selon vos estimations, particulièrement pour Montréal, vous en avez pour combien de temps si vous demandez au personnel et vous regardez l'optique de les nettoyer, c'est qu'on n'est pas loin de la rupture, là? Bon. D'abord, on ne regarde pas ça région par région parce que nous, on s'assure que toutes les régions aient, en proportion de leur population puis des besoins dans les hôpitaux, suffisamment d'équipement. Donc, s'il y a un problème, et ça sera un problème partout, mais ce ne sera pas un problème dans certaines régions. On a des équipements pour le court terme. Maintenant, il y a des commandes qui sont prévues pour entrer au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Est-ce que ces commandes-là seront toutes confirmées?
C'est pour ça qu'on ne prend pas de chance, puis on prépare un plan B avec des entreprises québécoises qui pourraient, bon, même si habituellement ne fabriquent pas des masques ou des blouses ou des gants, bien, pourraient le faire là, pour cette situation qui est exceptionnelle. Moi, j'aimerais ajouter là-dessus, M. le Premier ministre, sur la question des masques. D'ailleurs, j'ai encore parlé aux présidents directeurs généraux des établissements, là, juste ce matin. On me confirme que les opérations se sont bonifiées. C'est-à-dire que, vous savez, je vous disais la semaine passée, les établissements n'ont pas été habitués là, à une situation comme on vit actuellement. Il y avait les masques à côté, là, puis bon. Alors, c'est plus le cas maintenant. Il faut protéger les masques. Alors, les établissements se sont organisés pour que les opérations d'approvisionnement se fassent de façon optimale. Ça, c'est une première chose. Alors, c'est davantage stabilisé là, au fil des jours. L'autre chose, c'est qu'il faut vraiment insister, c'est l'utilisation judicieuse des masques, que ce soit les N95 ou les masques de procédure. Alors, il y a une vidéo là, qui va sortir cet après-midi ou plus tard demain qui explique exactement comment utiliser ces masques-là. Déjà, les procédures sont en place, mais une vidéo, c'est toujours aidant. Mais moi, ce que je veux dire, là, c'est que il faut vraiment s'assurer que les masques, par exemple N95, ce soit pour les bons intervenants dans les bonnes procédures. Je ne pense pas que c'est normal qu'un gardien de sécurité porte un N95. Comprenez? Ça, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres aussi. Je sais que les gens qui sont dans le maintien à domicile, les CHSLD, la protection de la jeunesse, sont préoccupés. Ils ont ce qu'il faut, mais il faut absolument qu'ils les utilisent dans les bonnes circonstances. Et c'est pour ça qu'on revoit continuellement les processus pour bien utiliser ces masques-là dans toutes les sphères d'activité du réseau. C'est la condition qu'on va en avoir suffisamment pour la suite des choses. Il faut vraiment utiliser ces masques-là au bon endroit par les bonnes personnes. Prochaine question, Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour à tous. Vous nous dites que ça va mieux que prévu. On n'a pas le choix de vous croire sur parole puisque vous ne donnez pas accès à ce qui était prévu, au fameux scénario. Reste que la moitié des cas confirmés au Canada sont au Québec. Pourquoi? Je l'ai expliqué plusieurs fois, je vais le répéter. Les stratégies de test peuvent être différentes. OK? Puis là, pour être en mesure de répondre à votre question puis de le prouver, il faudrait que j'aille exactement la stratégie de test qui est utilisée sur le terrain. Pas nécessairement ce qui est publié sur le web, parce qu'il y a des informations qui ne sont pas toujours nécessairement faciles à obtenir. On fait beaucoup plus de tests maintenant. On a dépassé de beaucoup l'Ontario pour une population qui est 2 fois plus que nous, sinon plus. Donc, en augmentant de façon significative le nombre de tests qu'on fait, on détecte des cas qui sont des cas souvent moins sévères parce qu'on en fait plus. Dès que les gens ont un peu de symptômes, on en fait plus. Ce qu'il faut comparer, ce sont nos taux d'hospitalisation. Puis est-ce qu'on a des cas sévères? Parce que dans les faits, il n'y a aucun pays, à part ceux qui ont eu des quantités monumentales, qui vont tester tout le monde. Il faut commencer à avoir des symptômes. Là, c'est ça, plus on va avancer dans la saison, moins il va y avoir de rhume, de grippe associée à l'influenza, plus ça va être probablement du coronavirus. Donc, c'est vrai qu'en nombre absolu, on a plus de cas. Il faut comparer maintenant avec les nombres par taux. Puis en plus, il faut comprendre, est-ce que leur stratégie est allée chercher tous les... Il y a probablement, puis là, comme je vous le dis, c'est des hypothèses, et c'est pas rien que moi qui le fais, c'est analysé aussi avec des experts. Il y a probablement des gens qui auraient été testés avec notre stratégie actuellement en Ontario qui ne le sont pas. Oui, M. Legault, quelle est votre stratégie pour rejoindre les communautés culturelles? Vous êtes auparavant appuyé sur vos collègues du Parti libéral pour les rejoindre. Est-ce que vous allez répéter l'expérience ou avez-vous songé à de nouvelles stratégies? Bien, d'abord, il y a des consignes qui sont données dans plusieurs langues à Montréal. Bon, on sait qu'il y a certaines communautés qui sont plus touchées. Par exemple, la communauté juive. Donc, on a parlé avec les gens de chez CIJA. Le directeur de la santé publique a une rencontre aujourd'hui, le directeur de la santé publique des Laurentides avec la communauté juive orthodoxe de Boisbriand. Donc, on essaie, cas par cas,
quand il y a des situations, que ce soit à Côte-Saint-Luc, que ce soit à Boisbriand, d'intervenir puis de mettre en place rapidement toutes les mesures avec l'appui de la communauté. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Il y a plusieurs des mesures que vous avez annoncées ou que le gouvernement fédéral a annoncées pour lesquelles on s'approche du délai de 12 à 14 jours qui avait été évoqué pour voir les fruits de ces mesures-là. On pense par exemple à la fermeture des écoles, fermeture des infrastructures municipales, fermeture des frontières, des centres d'achat. Un peu plus tard cette semaine aussi, on atteindra ce délai-là. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que l'heure de vérité est arrivée, que c'est cette semaine qu'on va être en mesure de déterminer si ces mesures-là sont ou pas efficaces? Bien, l'heure de vérité est à chaque jour, si vous me permettez. Actuellement, le taux de croissance de nos cas n'est pas, même s'il est important, puis il faut comprendre qu'actuellement, il y a du backlog de tests. Il y a des gens qui ont été testés il y a quelques jours, qui auraient dû être comptés il y a quelques jours, mais qui sont comptés une seule journée. Puis on va finir par rééquilibrer, en fin de compte, la quantité de tests, le besoin et puis le résultat d'analyse pour qu'on en aille au maximum. On est même à évaluer des nouveaux tests pour lesquels on pourra avoir la réponse sur le champ. Donc, vous comprendrez que c'est une situation très, très évolutive. Ce que je peux vous dire, c'est que on ajoute des mesures aussi. Hein? On a parlé de ça au tout début, les premières mesures qu'on a prises à 12 jours. Elles ont probablement, puis ça, on verra en rétrospective, elles ont probablement adouci déjà la montée. Elle n'a pas empêché la transmission communautaire dans certaines régions, comme par exemple dans la région autour des zones chaudes de Montréal. Mais on a ajouté des mesures aussi maintenant. Pour protéger l'Est du Québec et le Nord, on a mis des contraintes plus grandes pour les déplacements. C'est tous des mesures qui s'additionnent et qui se complètent. Et c'est très difficile de faire la relation entre une mesure placée il y a 3 semaines, 4 semaines, puis l'effet. Sauf que ce qu'on observe, c'est que la croissance, puis ça, là, on peut étaler une courbe en changeant l'axe des X, puis là, il va y avoir un briefing technique dans le cours, mais la croissance exponentielle, actuellement, on n'est pas dans une culture, une augmentation exponentielle de cas, on est dans une augmentation qui est normale et attendue. Parce que vous comprendrez que si on veut avoir une courbe, il faut que ça monte. Puis à un moment donné, il faut que ça atteigne un plateau. Fait que c'est normal que ça monte, mais c'est la vitesse à laquelle ça monte. Et vous vous rappelez la raison pour laquelle on fait ça? C'est pour aplanir la courbe, pour éviter qu'il y ait trop de monde qui vienne surcharger notre système de santé et de soins et occuper nos lits de soins intensifs, puis de baisser notre capacité de traiter et d'être obligé de choisir entre les personnes. D'où l'importance que les Québécois écoutent les consignes de santé publique. C'est ce que la majorité des gens font, mais maintenant, il faut le faire au maximum si on veut récolter les fruits de ces actions. J'aimerais avoir des précisions concernant les hospitalisations. Donc, chaque jour, vous nous donnez le nombre de personnes qui sont hospitalisées et en soins intensifs. Mais est-ce que vous avez des données sur le nombre de personnes qui ont été hospitalisées, qui ont obtenu leur congé ou sur la durée moyenne du séjour en milieu hospitalier? Et si on calcule rapidement, le taux d'hospitalisation est à peu près de 7 %, si je fais le calcul. Est-ce que c'est conforme à vos projections? Oui. D'ailleurs, il faut que vous compreniez qu'on s'attendait à un taux d'hospitalisation d'autour de 15 % avec une proportion de ceux-là qui allaient être aux soins intensifs. Actuellement, et Dieu merci, c'est le cas. Pour ce qui est aussi, je voudrais parler des cas décédés, là, juste pour vous donner une idée, là, parce que les gens ont peur comme tel. Sur les 25 cas, puis je tiens à présenter mes condoléances aux personnes qui ont vécu ça. Vous savez, on a beau regarder des statistiques comme épidémiologiste, on sait que pour chacune des familles, c'est un drame. Mais il y a eu un cas entre 60 et 69 ans, 6 cas entre 70 et 69 ans, 16 cas entre 80 et 89 ans, puis 2 cas avec 90 et plus. Donc, 88 % des cas ont plus de 70 ans, 8 % des cas ont 90 ans et plus, puis il reste un 4 % qui correspond à la personne qui est décédée dans la catégorie d'âge des 60-69 ans. La grande majorité de ces gens-là ont des conditions parce qu'ils sont plus vieux, de maladies chroniques, de cancer ou de d'autres maladies. Ce qui veut dire, ce que l'on craignait, c'était que les personnes âgées soient attaquées, ce qui est le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jeune qui va avoir des complications, qui pourra se retrouver aux soins intensifs, mais le profil actuel est ce qui était attendu. Et ça se situe dans des milieux, par exemple, les résidences pour personnes âgées, qui correspondent à 40 % des cas, des décès. Je parle des décès, pas des cas. 32 % en CHSLD, puis un 16 % à domicile, puis il y en a 12 % qui est encore actuellement connu
par rapport à la collecte d'informations. Donc, ce qu'on peut dire, c'est pour ça que j'ose dire que la situation, elle est sérieuse, parce qu'elle tue des gens, mais la situation est sous contrôle, et ce qui se passe, c'était, en termes, sans parler de chiffres, etc., en termes de taux d'attaque, d'hospitalisation, on est en deçà de ce qu'on observe ailleurs. Ce qui veut dire que beaucoup de nos cas sont des cas qui n'auraient peut-être pas été testés ailleurs, et ce qui fait que c'est très difficile de se comparer, et ce qui fait que dans les faits de Québec, en faisant des tests, plus de tests, va détecter des cas, mais qui sont des cas que normalement on n'aurait même pas testés dans le contexte où ils n'ont pas eu des syndromes si importants de fièvre, de toux et de maladies respiratoires, parce que s'ils auraient été importants, ils auraient terminé dans les hôpitaux. Merci. C'est ce qui complète pour les questions en français. So we'll switch in English with Katsuni from CBC News. Bonjour. Monsieur Legault, à quel point êtes-vous préoccupé quant à la situation qui prévaut à Boisbriand? Le fait que la communauté acédique dans son ensemble est mise en quarantaine. Au fond, dans cette décision, vous réduisez leurs droits, mais vous dites aux Québécois que c'était nécessaire? Réponse. En fait, il vous faudrait comprendre que la personne qui a le plus de renseignements là-dessus, c'est le Dr Goyer, qui est le directeur de la santé publique de la région. Mais je suis au courant de la situation. Premièrement, nous n'agissons pas en lien avec la religion. Non, c'est de l'épidémiologie qui nous intéresse. Quel est le diagnostic de cette communauté particulière? Ils ont eu des relations avec New York parce qu'il y a beaucoup de déplacements entre New York et Boisbriand. Et je ne veux pas formuler de commentaires sur ce qui se passe à l'intérieur de la communauté. Mais hier, ils ont eu des résultats de tests et il y a des cas de COVID-19. Quel est leur état? Jusqu'à maintenant, personne en est décédé. Mais au sein de la communauté, qui est tissée vraiment serrée, ils vivent ensemble. Nous voulons les protéger de transférer cette maladie vers leurs aînés, comme on le fait ailleurs au Québec. Et nous voulons nous assurer qu'ils ne créent pas un point chaud qui pourrait propager une contagion vers les quartiers avoisinants. Mais donc, c'est pour stopper la contagion. Donc, c'est pour leur propre santé, tout d'abord, qu'on agit ainsi. On le ferait n'importe où au Québec. À l'île Verte ou ailleurs, nous agirons de la sorte. Jamais fondé sur la religion ou quoi que ce soit d'autre que le fait qu'il y a des gens là qui ont été touchés. Il y a un risque élevé de transmission dans cette communauté-là et nous voulons nous assurer qu'on peut leur offrir de bons traitements, s'assurer que nous puissions abaisser la transmissibilité au sein de la communauté et que cela ne devienne pas un foyer de contagion explosif qui se multiplie autour. Voilà la décision que j'ai prise et cette communauté collabore tout à fait. Depuis le début, ils ont arrêté les écoles, ils ont arrêté d'aller à la synagogue et maintenant, ils ont été exposés en lien avec New York. C'était une hypothèse, parce que normalement, comme nous avons des échanges avec France, on a reçu des cas de la France après la relâche scolaire, n'est-ce pas? Juste un instant, Cathy, si c'est possible de répéter en français concernant la communauté juive de Montréal là, pour le bénéfice de nos collègues de la télévision. Oui, bonjour. Il faut comprendre qu'actuellement, c'est le directeur de santé publique de Laurentides, Dr Éric Goyer, qui est responsable de faire l'analyse sous-régionale de son territoire. Dans la communauté dont on parle, qui est médiatisée, il y a une relation importante avec la communauté de New York. OK? Ce n'est pas sur la base de la religion ou de quoi que ce soit que les décisions sont prises. Elles sont prises sur la base de l'épidémiologie qui est notre diagnostic populationnel. C'est-à-dire qu'il y a dans cette communauté des gens qui sont atteints par le COVID-19, qui a été importé probablement soit d'ailleurs ici au Québec, mais ou soit aussi de New York, ce qui est une hypothèse importante. Pour les protéger, pour s'assurer de diminuer l'impact de cette épidémie à l'intérieur de cette communauté tissée très serrée, des mesures ont été prises comme fermeture d'écoles, synagogues, etc.
Des tests de laboratoire récemment arrivés nous ont confirmé la présence de plusieurs cas, notamment chez des enfants et des jeunes, qui pourraient transmettre la maladie à l'intérieur de la communauté ainsi qu'à l'extérieur. En collaboration avec la communauté, le directeur de santé publique a augmenté le niveau d'intervention, c'est-à-dire après avoir fermé des écoles, fait des recommandations, ils vont surveiller la situation, s'assurer que les gens aient accès à des soins et un traitement adéquat et éviter que cette zone vienne contaminer, si vous voulez, les environs, parce que ce n'est pas une communauté fermée. Il y aura donc un contrôle en collaboration avec la communauté. C'est des citoyens qui veulent faire leur part pour ne pas être la source d'une contamination au Québec. Ma deuxième question, my second question, sorry. OK. Some family members, Ma deuxième question. Il y a des membres de familles qui ont des aînés en foyer de retraite et qui ont été déclarés positifs à l'extérieur. Ils trouvent qu'ils devraient ne pas revenir en foyer de retraite. Donc, s'ils sont déclarés positifs et qui vivent en foyer de retraite, ne devraient pas retourner dans leur foyer, mais être installés ailleurs. Quel est le soutien que vous imaginez pour ces familles qui veulent protéger leurs êtres chers? Réponse. Nous sommes très sensibles à ce cas de figure. Nous tentons d'aider de la meilleure façon possible. Avant tout, ce qu'il faut dire, c'est que ces gens sont isolés, même au sein du foyer de retraite, isolés des autres. Il y a des mesures en place visant cela. Est-ce que nous annonçons aujourd'hui, et Mme Blais en parle également devant les médias, c'est plus de 130 millions de dollars et une partie visera les résidences pour aînés pour qu'ils puissent avoir plus d'effectifs pour aider avec la sécurité également. Alors, ce que nous disons, c'est que la meilleure façon, c'est d'isoler ces personnes de la population générale de la résidence particulière. Et donc, nous proposons ces mesures additionnelles que nous finançons par notre décision gouvernementale. Des questions par courriel maintenant, en provenance de CTV News. On dirait qu'il y a une ambiguïté dans les messages sur les masques. Est-ce que vous êtes toujours de l'opinion que ceux qui n'ont pas la COVID-19 ne devraient pas porter de masque? Et si c'est le cas, quels sont les désavantages, s'il vous plaît? Réponse. Il n'y a pas de nouvelles données qui changeraient notre position. Le plus important, c'est de se laver les mains. Si vous êtes malade, vous ne voulez pas exposer les autres, là, vous pouvez porter un masque. Si vous êtes une travailleuse de la santé ou un premier répondant qui doit entrer en contact avec des cas potentiels, là, c'est important d'avoir l'équipement de protection approprié pour le cas de figure que j'expose. Donc, comme nous avons un problème important sur la planète toute entière à accéder aux masques, des masques chirurgicaux ou des masques N95, il est critique de ne pas voler les masques. Les gens ne s'en servent pas de façon normale, appropriée. Si vous êtes un gardien de sécurité devant une résidence pour aînés, le fait de porter un masque, c'est du gaspillage. Alors, suivez les recommandations. Mon ministre va produire une vidéo à cet égard qui va être en ligne. Donc, si vous n'êtes pas malade, si vous sortez dehors, vous n'avez pas besoin de masque. S'il vous plaît, lavez-vous les mains. Ce sont vos mains qui sont les objets menaçants. C'est vos mains qui vont vous rendre malade, pas votre masque que vous touchez avec vos mains régulièrement. On dit qu'il y a un grand nombre de cas déclarés positifs et on n'arrive pas à retrouver beaucoup de gens qui attendent des résultats pour leur dire qu'ils sont déclarés positifs. Donc, où sont ces personnes? Est-ce qu'ils sont une menace? Réponse. Je suis un peu sourd d'une oreille, je suis désolé.
Il est question des tests. Et c'est quoi la question? Il y a des gens déclarés positifs et qui sont introuvables. Bon, d'accord. Attendez. Je n'espère pas que c'est un moteur principal, mais c'est important d'avoir l'adresse d'une personne au moment de subir un test. Parce que si vous avez eu un test, vous ne devriez pas partir sans vous identifier. Je ne peux pas parler de cas particuliers, mais peut-être qu'ils se sont rendus ailleurs et on n'a pas le bon numéro de téléphone. J'espère que si c'est votre cas et que vous avez subi un test, n'allez pas dans votre famille, votre père, votre mère. Ne disparaissez pas dans la nature avant d'avoir reçu le résultat. Ou appelez l'autorité sanitaire, appelez la santé publique pour obtenir votre résultat. Puisque personne qui a subi un test ne devrait disparaître dans la nature sans obtenir le résultat et les conseils afférents. Donc, gardez votre cellulaire à portée de main. Question pour Mme McCann. Il y a une publicité qui nous rappelle la santé des professionnels de la santé. M. Trudeau a parlé de l'inquiétude chez les enfants. Allez-vous couvrir les coûts des psychologues et des psychothérapeutes pour aider les gens qui ont des poussées d'anxiété, par exemple, ou d'autres problèmes mentaux ou de santé mentale en lien avec la pandémie? Réponse. Oui, nous allons également couvrir les immigrants qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Il est très important d'offrir les services médicaux et les services de santé mentale afférents. Donc, pour l'instant, nous avons 325 000 personnes qui sont des travailleurs de la santé et ils seront appelés pour qu'on leur offre du soutien. Toutes les personnes qui sont sur la liste d'attente sont appelées également et nous invitons les gens qui vivent de l'anxiété d'appeler leur CLSC, d'appeler les lignes de soutien psychologique au Québec. C'est pourquoi, justement, nous diffusons cette publicité. Ça va être dans la presse toutes les semaines pour offrir les renseignements de toutes les ressources en santé mentale pour les gens qui vivent de l'anxiété, de l'angoisse ou d'autres perturbations dans leur santé mentale. Question. Y aura-t-il des mesures pour les locataires qui ne pourront payer leur loyer dans 2 jours, puisque certains propriétaires exigent d'être payés le 1er avril, quoi qu'il arrive? Réponse. Avant tout, comme je l'ai dit, je demande aux propriétaires d'être compréhensifs. Chacun va recevoir un chèque de 2 000 $ par mois du gouvernement fédéral. Donc, je leur demande d'attendre quelques jours, quelques semaines, jusqu'à ce que ce chèque soit émis par le fédéral. Et la Régie du logement n'acceptera pas qu'une personne soit évincée de son appartement pendant la pandémie. Question. Il y a environ 7 % des cas qui sont hospitalisés. Comment interpréter cela? Est-ce que c'est que nous dépistons les gens tôt dans la progression de la maladie? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Réponse. En fait, nous pensions qu'environ 80 % des gens n'auront pas besoin d'hospitalisation. Et nous estimons, fondés sur l'expérience des autres pays, qu'environ 15 % se rendraient à l'hôpital. Et nous sommes à 7 % ici au Québec. Donc, nous avons des gens aux soins intensifs également. C'est une bonne nouvelle. Et nous faisons beaucoup de dépistage, même si on a beaucoup de cas. Ils ne finissent pas tous à l'hôpital ou en réanimation. Donc, c'est peut-être en lien avec la quantité de tests de dépistage et de notre stratégie. Merci, à demain. Voilà, mesdames et messieurs. D'abord, les nouvelles données.